Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 6 janvier 2026. Au programme aujourd'hui, on va parler de Dacia qui a fait une très bonne année 2025. On parlera de Volkswagen qui donne tout un tas de nouvelles informations sur son nouveau T-Roc. On parlera de la marque Honda fortement pénalisée par des pénuries en puces électroniques. On parlera aussi du monstrueux Ram Rebel TRX nouvelle génération dévoilé aux États-Unis qui illustre parfaitement le décalage grandissant entre l'automobile européenne et américaine. On parlera également de l'équipementier ZF qui, pour réduire une partie de ses dettes, revend une partie de son activité. Ce sont les sujets de cette vidéo du 6 janvier 2026. J'espère bien sûr que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer, comme d'habitude, en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci et en laissant un petit commentaire pour participer au référencement, tout en donnant votre avis sur l'actualité du jour. On va commencer cette vidéo avec une bonne nouvelle en parlant de la marque Dacia du groupe Renault qui visiblement a fait une très bonne année 2025 puisque en France, pour la première fois de son histoire, elle a réussi en 2025 à se hisser sur le podium des marques qui ont la plus grande part de marché. C'est 8,5% de part du marché automobile français avec 140 000 immatriculations, et si on regarde encore plus dans le détail, là où Dacia est très fort, c'est la part qu'elle atteint sur le marché des voitures vendues aux particuliers, où là elle atteint même 14,3% de part de marché, ce qui veut dire, pour faire très simple, que près d'une voiture sur 7 achetée par des Français, des particuliers, était issue de la marque Dacia. Et d'ailleurs, au rayon des bonnes nouvelles, c'est pas tout, puisque la voiture la plus vendue encore en Europe cette année, en 2025, ça a été la Dacia Sandero. Et son Duster s'est hissé avec 150 000 exemplaires à la 5e place des SUV les plus vendus en Europe. Une success story que Dacia doit à une stratégie globalement bien pensée. Déjà une gamme resserrée avec seulement 5 modèles. Sur le segment B, on va retrouver la Sandero et la Duster, qui sont, vous l'aurez compris, on en parlait il y a un instant, des best-sellers absolus. En France, la Sandero elle est numéro 3 du marché global, le Duster est numéro 1 des SUV compacts. Sur le segment C, on va retrouver le Bigster et le Jogger. Le Bigster, pour info, il est en tête des ventes du segment des SUV gabarit moyen. Le Jogger, il est 3e. Et en 2025, sur le marché électrique, sa Spring a connu une croissance des ventes de 46%. Vous l'aurez compris, sur 5 modèles que Dacia commercialise, 4 sont dans les meilleures ventes de leur segment. La grande question maintenant, c'est est-ce que ça se vend si bien parce que les Français et les Européens adorent Dacia, ou est-ce que c'est parce que Dacia reste, malgré sa récente montée en gamme opérée ces dernières années, l'une des marques les moins chères en Europe. Alors si vous voulez d'autres chiffres assez intéressants sur Dacia, sachez que en France par exemple, quasiment un tiers des voitures vendues en bicarburation essence GPL sont issues de la marque Dacia, et qu'en 2025, Dacia est devenue la 3e marque en volume de vente de véhicules hybrides, tous canaux confondus, avec des versions électrifiées qui représentent désormais 27% des ventes. On parle bien de versions électrifiées, pas d'électrique, c'est pas la même chose. C'est une hausse de 14 points sur un an, et il y a même certains modèles comme le Bigster par exemple qui s'est écoulé à plus de 75% en version hybride. Donc vraiment en 2025 Dacia s'est bien régalé comparé au reste du marché, et à première vue ça devrait continuer puisque Dacia veut conserver cette fameuse gamme resserrée et elle veut généraliser une partie de ses motorisations comme les motorisations bicarburant essence GPL, les versions hybrides G150 ainsi que ses motorisations hybrides 155 à une bonne partie des modèles de la gamme. Reste à voir maintenant si 2026 se déroulera aussi bien que 2025. Je voulais également vous parler un petit peu de Volkswagen qui donne des nouvelles informations sur son nouveau T-Roc, puisqu'après une décennie de carrière, le T-Roc entame un nouveau chapitre avec l'arrivée de sa 2e génération, plus moderne, plus ambitieuse, et surtout accompagnée d'une refonte complète de la gamme de motorisation, marquée notamment par la disparition du diesel. Ce nouveau T-Roc, il est plus long de 12 cm avec 4,37 m de long, et profite d'un design d'une silhouette plus expressive, plus agressive, comme c'est le cas de la plupart des véhicules modernes, une calandre épurée, des projecteurs affinés, une lunette arrière assez inclinée, et sur les versions supérieures, des logos Volkswagen éclairés à l'avant comme à l'arrière qui renforcent son identité visuelle. Le volume de coffre progresse de 20 litres pour atteindre 475 au total, et les 12 cm supplémentaires du T-Roc profitent surtout aux passagers arrière. Si vous avez déjà l'occasion de monter dans un T-Roc de génération précédente, à l'arrière on avait à peu près la même place que dans une Polo, c'était pas super confortable. Comme pour sa ID Polo, Volkswagen a abandonné une partie des commandes tactiles pour les remplacer par des boutons physiques situés sur le volant et sur la console centrale. Une partie des fonctionnalités du véhicule peut aussi être gérée via les commandes vocales grâce à l'intelligence artificielle. Alors ce qui est surtout intéressant et important avec ce nouveau T-Roc, c'est que le diesel c'est fini, il ne se concentrera que sur l'essence et l'hybridation. À son lancement, il proposera un moteur 4 cylindres micro-hybride 48 volts décliné en version 116 et 150 chevaux. C'est le bloc ETSI qui est capable à vitesse stabilisée de désactiver 2 de ses cylindres pour limiter un petit peu la consommation. Grâce à cette innovation, le nouveau T-Roc affiche une consommation réelle moyenne pour la version 150
750 chevaux de 6,5 litres au 100, avec des émissions de CO2 homologuées de 128 grammes au kilomètre, ce qui lui permet de rester sous la barre symbolique des 1000 € de malus. Pour des plus grosses motorisations et surtout des motorisations full hybride, il faudra patienter jusqu'à la fin 2026, date d'arrivée des versions full hybride 136 et 170 chevaux. D'ailleurs, ce sera une première pour Volkswagen, ce système d'hybride auto-rechargeable. Ce sera l'hybride à la Toyota. Pour l'instant, Volkswagen n'en avait jamais fait. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il y ait de version hybride rechargeable, mais c'est pas totalement exclu non plus. La plateforme MEB Evo le permet, donc c'est possible que si le marché le demande, Volkswagen s'y adapte. Il pourra récupérer le dispositif e-hybride de la Golf, ce qui lui permettrait de parcourir environ 80 km en mode 100% électrique. Et d'ailleurs, ce qui marche dans un sens marche dans l'autre, puisque ce système d'hybride à la Toyota dont on vient de parler pourrait être généralisé lui aussi à d'autres modèles futurs de la gamme Volkswagen. L'ensemble de la gamme sera livré avec la boîte automatique DSG7 et l'entrée de gamme du nouveau T-Roc s'affichera à partir de 29 990 €, tandis que la version haut de gamme culminera à 42 500 €. Je voulais également vous parler rapidement de ZF. ZF, c'est un gros équipementier allemand. Il fournit tout un tas de pièces aux constructeurs qui ensuite les assemblent pour produire des voitures. ZF a fait une sacrée année de merde en 2025. Le groupe est confronté à de grosses difficultés financières, raison pour laquelle ZF a décidé de poursuivre sa restructuration et de combler une partie de ses dettes en vendant une partie de son activité, celle qui était dédiée au système d'assistance à la conduite. Tout ce qui aide au maintien de la voie, régulateur de vitesse adaptatif, un secteur d'avenir, puisque l'Europe, des normes comme ça, elle en rajoute tous les 4 matins. Pourtant, ZF a décidé de se séparer de cette branche qui va être revendue à une des filiales américaines du groupe Samsung pour un montant de 1,5 milliard, ce qui devrait permettre à ZF de combler son endettement d'environ 10%. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il ne devrait pas y avoir de licenciement puisque les 3750 salariés qui travaillaient sur les dispositifs de sécurité chez ZF devraient être réembauchés par Harman, qui est donc cette fameuse filiale de Samsung. ZF souhaite maintenant recentrer ses activités sur ses activités historiques, à savoir développer des châssis, des chaînes de traction, ainsi que des véhicules industriels. Pendant que nos constructeurs européens essayent de limiter les émissions de CO2 en proposant des moteurs de toujours plus petite cylindrée et des consommations réduites, aux États-Unis, on vient de dévoiler le nouveau Ram Rebel TRX. C'est fou de se dire ça, mais c'est bel et bien le groupe Stellantis qui en France nous vend des 3 cylindres 1 litre de PureTech qui produit ce truc. Le nouveau TRX profite d'un V8 6 litres 2, le fameux EMI, qui développe 777 chevaux, 928 mètres de couple et surtout, c'est aberrant pour un véhicule de ce gabarit et de ce poids, 0 à 100 abattu en 3 secondes 5. On parle d'un véhicule de presque 3 tonnes, c'est assez impressionnant quand même. Alors ce nouveau Ram Rebel TRX arrivera en 2027, il n'arrivera pas en Europe pour des raisons assez évidentes. Je vais quand même vous parler de son prix qui est pas si élevé que ça au final, vu les performances, la motorisation et le standing, puisqu'il est quand même évidemment bien équipé avec siège avant chauffant, ventilé massant, écran central tactile de 14 pouces, instrumentation numérique de 12 pouces, affichage tête haute de 10 pouces, donc vraiment il y a ce qu'il faut, système audio à 19 haut-parleurs intégrés de série, c'est 87 000 €, 102 000 $ là-bas. Je vous laisse regarder ce qu'on a en Europe pour 87 000 €. Même aux États-Unis, c'est considéré comme relativement peu cher. C'est un positionnement qui d'ailleurs n'est pas passé inaperçu chez la concurrence, puisque Ford prépare déjà la riposte avec son F-150 nouvelle génération haute performance Raptor qui sera présenté dans les mois qui arrivent et qui devrait lui aussi proposer au minimum 750 chevaux en V8. Pour terminer, on va parler de Honda qui est hautement pénalisé par une pénurie de semi-conducteurs. C'est suite à l'affaire Nexperia. On en a déjà parlé plein de fois en vidéo, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le sujet si vous voulez vraiment savoir tout sur cette affaire Nexperia. En ce qui concerne l'actu du jour et spécialement Honda, il faut savoir que faute d'approvisionnement suffisant en puces électroniques, Honda a été contraint de suspendre cette semaine la production dans plusieurs de ses sites au Japon et en Chine. Parce que forcément, les voitures modernes ont tout un tas d'électronique et elles doivent avoir ces puces électroniques si elles veulent fonctionner correctement, ces fameux semi-conducteurs. Donc quand il n'y a pas de semi-conducteurs, on peut pas produire les voitures. Cette pause qui empêche Honda de produire ses voitures au Japon devrait durer au moins jusqu'à la mi-janvier et fait suite à une cadence de production qui avait déjà été réduite en Amérique du Nord pour les mêmes raisons depuis novembre. Ces difficultés de production ne s'arrêtent pas qu'au site japonais, puisque dans les usines chinoises de Honda, on a des difficultés d'approvisionnement similaires et une pause de production qui est déjà annoncée jusqu'au 19 janvier. Alors normalement la situation devrait s'arranger dans les prochaines semaines parce que Nexperia a repris la production des semi-conducteurs et l'expédition, mais toute cette affaire de pénurie de semi-conducteurs qui est maintenant quelques mois a tout simplement désorganisé le marché parce que tout un tas de marques, quand elles ont senti le vent tourner
années, on commençait à vouloir faire des surstocks en pensant que la crise allait durer beaucoup plus longtemps. Le résultat, pour une marque comme Honda, qui est un petit peu plus petite qu'un gros groupe comme Volkswagen par exemple, on tournait sur des stocks limités, et une fois qu'on arrive au bout, si la chaîne d'approvisionnement est désorganisée, on peut pas toujours s'approvisionner à temps. Alors cette histoire devrait servir de leçon à Honda, qui a déjà annoncé qu'à l'avenir, elle allait assurer son stock en puces électroniques et en semi-conducteurs en travaillant avec plusieurs fournisseurs, puisque jusqu'ici Nexperia c'était son fournisseur unique, c'est ça la folie de cette histoire, et c'est ça qui a profondément déstabilisé Honda en comparaison des marques européennes. Voilà, on a fait le tour pour les actus du jour, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant, et pourquoi pas en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine revue de l'actualité auto. Ciao!